à tous dans cette édition de Mots et Écrits, émission littéraire qui cette semaine nous plonge dans l'univers des auteurs de romans policiers à Maurice. On converse avec Pascal Lagesse autour de John Berwick et John Eric Nielsen autour des aventures de l'inspecteur Sweeney. Rendons-nous d'abord à Curepipe où Pascal Lagesse nous a accueillis chez lui. John Berwick, détective pour Tidimoun, Cabri c'est fini, de Pascal Lagesse. Pascal Lagesse, qui existément, devant nous. Bonjour Dinesh. Bonjour Pascal, bienvenue dans Mots et Écrits. Merci beaucoup, invite-moi. D'abord, dis-nous, qui motive-vous pour écrire ce roman policier-là? Pourquoi? Alors, depuis longtemps, moi, j'ai envie de faire un roman policier, qui peut tourner dans la tête. Et moi, j'ai envie un personnage qui pas trop sérieux. John Berwick, il rappelle Jean Berwick. Et moi, j'ai envie un personnage un peu à part. Il n'est pas un grand détective, il n'est pas occupé de des affaires très, très sérieuses, mais dans ces histoires-là, une affaire qui paraît bête vient une affaire nationale. Et une disparition cabri, finalement, vient un drame. Donc, et il gagne, comment dire, tendance, manière mon pense li, c'est un personnage qui prend toujours un petit cas qui la police pas prend cas. On va dire c'est trop bête. On dit mon perd un cabri, met une déposition, pas le plus que ça. Mais là, il rentre là-dedans, il rend compte que c'est une affaire beaucoup plus complexe. Et en même temps, ça se passe à Maurice. Donc ça veut dire qu'il y a un grand prétexte pour moi pour décrire ce pays qui est content là. Ok, nous trouvons aussi que ce livre-là, il est écrit en français créole. C'est quoi le français créole? Alors, mon écrit en français. Français, c'est langage qui coûte moi plus à l'aise, généralement, surtout à nous dire par rapport à mon langage depuis mon petit. Et après ça, quand on commence à écrire John Berwick, moi, tu peux écrire en français net. Mais il y a beaucoup de dialogues qui te peuvent paraître fausses. Parce qu'il tu peux changer en français. Il y a des gens qui, normalement, tu peux bien cause créole. Moi, tu peux écrire en français, il manque une espèce de saveur. Et après ça, je me dis, non, c'est pas possible. Je bien écrire un dialogue en créole aussi là-dedans. Et mon servi créole qui peut en ce moment enseigner dans l'école. C'est-à-dire, c'est pas ça créole qui m'a gagné l'habitude d'écrire comme moi toujours, me mettre mon accent, tout ça. C'est un créole beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus compliqué. Donc, mon besoin apprendre comment écrire créole. Et un dictionnaire Dr Carpouran, il donne-moi un grand coup de main pour me capable d'écrire. Si moi, il y a encore ban erreur là-dedans. Je ne pas connaître de créole. Mais à nous dire, moi, j'ai envie de servir sa créole officielle qui est là dans Maurice aujourd'hui. Et ça tient important pour moi, servir ça. Et en même temps, pour les gens qui ne comprennent pas créole, chaque dialogue, moi, il y a sa traduction français en bas. Donc ça veut dire dialogue là, il y a deux parties. Il y a toujours, quand on a une cause créole, tout de suite, il y a sa version française en bas, si jamais les gens ne pas comprendre. Et est-ce que vous pensez, en tant qu'un écrivain qui a un livre pour un roman policier, un livre détective, il puisse accrocher auprès de ban lecteurs? D'où ce choix? Non, pas obligatoirement. Bon, premièrement, il y a beaucoup de romans policiers qui ne fait à Maurice. Il y a un auteur que je connais qui fait un roman il y a des années. Et je vous dis, il y a John Eric Nielsen qui peut habiter Maurice et qui peut sortir un livre là, qui peut passer dans Maurice. Et moi, tout une très bonne idée parce qu'il manquait. Il y a un manque de ce côté-là au niveau roman policier. Et moi, comment dire, dans mon approche, surtout, ce qui me tient en vif, c'est faire un roman plutôt humoristique. Et parce que John Berwick, c'est pas sérieux. Et il dit comme à moi, pas sérieux. Donc, me tient en vif un roman qui reflète ça. C'est pas un gros crime, c'est pas une chose, c'est une histoire très légère. Et me content ça, me tient envie de faire ça.
Pascal Lagesse, justement, il y a le prix Jean Fanchette qui s'approche à grands pas, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce que ça vous dit, ce prix Jean Fanchette? Le prix Jean Fanchette est un prix extrêmement, comment je vais dire ça, je crois qu'il est là depuis 1992. Voilà. Donc, c'est très prestigieux. C'est quelque chose que moi, je regarde avec admiration. Et justement, Pascal Lagesse nous invite, ben, téléspectateurs et téléspectatrices, suivre sa reportage qui suivent là, que justement nous peut guetter qui peut réserver nous pour sa 14e édition du prix Jean Fanchette. Le prix Jean Fanchette, initié en 1992, a pour but d'encourager la création littéraire dans les îles de l'océan Indien. 29 ans après, il peut être considéré comme le rendez-vous majeur du livre français dans l'océan Indien. Jean Fanchette figure parmi ceux qui ont fait honneur au pays sur la scène littéraire francophone. Né à la rue Bandery-Rosil en 1932, il est lauréat en 1950. Il obtient la bourse d'Angleterre côté classique et un an plus tard, grâce à l'intervention de Georges Duhamel, président d'Alliance française de Paris, il part étudier la médecine à Paris. Parallèlement, il publie des poèmes qui lui vaudront le prix Paul Valéry en 1955 et le prix Fénéon en 1958. Devenu neuropsychiatre et psychanalyste, Jean Fanchette publie en 1971 un essai, Psychodrame et théâtre moderne, sa thèse de doctorat et un roman, Alpha du Centaure, qui obtient en 1972 le prix des Mascareilles. En 1975, l'Académie française lui attribue le prix de la langue française. Riche parcours qui fait de Jean Fanchette une référence dans le domaine littéraire. Il est décédé en 1992. À savoir que de 1992 à 2019, les 13 éditions du prix Jean Fanchette ont accueilli 304 textes. Pour la 14e édition, le jury dispose d'un choix élargi en termes de genre. Bien que cette présente édition restera associée au Covid-19, l'événement demeure incontournable. Il faut continuer à faire ce qu'on a à faire. Donc le prix, c'est cette année, le prix a lieu. Il est vrai que ce n'est pas en mai, juin, en octobre, mais ça. Et Jean-Marie Leclésieux, le président, vient. Ça signifie que la vie continue. Comme on dit, c'est vivre avec. Il faudrait bien prendre conscience de ce que ça signifie. Vivre avec, c'est tout. C'est vaccin, protocole, tout ça. Mais il ne faut pas non plus ne rien faire. La preuve, c'est que les gens ont écrit, ont participé. Il y a tout de même 22, Covid ou pas, on a écrit, et puis le prix a lieu. Je pense que ce sera un grand événement littéraire, culturel, post-Covid. Une somme de 100 000 roupies récompensera le texte primé. Honorer la mémoire d'un psychanalyste, poète, essayiste, éditeur, certes, mais cet événement vient surtout encourager la création littéraire dans les îles de l'océan Indien. Retour dans Mots et écrits avec notre invité d'aujourd'hui, Pascal Lagesse. Donc Pascal Lagesse, tu finis de sa reportage sur le prix Jean Fanchette. Est-ce qu'il a l'intention de participer dans la prochaine édition? Parce qu'il nous comprend qu'ils n'ont eu l'occasion de participer jusqu'à maintenant. Oui, non, pas vous participe dans. Mais moi crois c'est Bandimoun qui a un plus grand calibre. Parce que John Beric, c'est un grand farce. Moi pas quoi, capable de participer. Ouais, écoutez, vous pouvez essayer de différencier où, mais pourtant, non, ou bien suivi. Ça m'a pas connu si m'a bien suivi, mais toujours dans mon esprit, pour moi, il y a une littérature un petit peu plus légère, et je tombe dans sa catégorie là. Mais moi, Jean Fanchette, ou bien un Jack pour rentrer dans le prix Jean Fanchette. Mais tout de même, vous pensez Pascal Lagesse, ou également un peintre et ou également écrivain. Comment vous fait le ménage entre la vie d'un peintre et la vie d'un écrivain? C'est facile parce que de toutes les façons, l'inspiration, qui lit en lettres ou en couleur, il est pareil. Donc l'inspiration, quand il vient parfois par écrit, je suis capable d'écrire pendant une semaine. Et puis ça, à un moment donné, mon plein, je prends pinceau, je peine. Donc les deux, pour moi, ils mariaient bien. Pourquoi Bandimoun dans
un artiste, pour moi, c'est un dimon qui est créatif. Il est créatif dans la cuisine aussi. Il fait un curry qui dit une recette spéciale. Pourquoi c'est une question de l'inspiration, c'est une question, comment dire, manière où tire ça, de où. Vous comprenez? Qu'il y a dans la peinture, qu'il y a au papier pour l'écriture, les mêmes affaires. Pascal Lagesse, qui ou ban projet futur? Mais un grand projet futur. Je continue peine. Là, en ce moment, je suis content de faire un deuxième John Beric. Ça, c'est un souhait. On a déjà l'idée dans ma tête qui me tient content de faire. Donc, Cabri finit disparaître, John Beric finit rentrer en scène. Là, Cabri fini. Okay. Fini, une ferme caisse. Là, bien ouvert une autre caisse. Ok. Donc, en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici chez vous à Cœur-Pipe, Pascal Lagesse. Bonne chance dans le projet futur et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Notre deuxième invité de mots écrits, John Erik Nielsen. John Erik Nielsen, auteur français installé à Maurice depuis 1 an déjà. On a été à sa rencontre à Chamarel. Sans transition, conversion justement avec John Erik Nielsen. John Erik Nielsen quittait la France après 50 ans, venir s'établir ici à l'île Maurice en pleine période de Covid-19. Quelle a été votre motivation principale ? Alors, il est vrai que ça peut paraître une aventure. La motivation principale était de trouver du temps, dégager ce temps pour écrire 2 livres par an. Jusqu'à présent, depuis 2005, je ne parvenais à écrire qu'un seul roman. Étant près de 100 jours dans l'année en dédicace, au contact des lecteurs, il était difficile d'écrire plus d'un livre. Et puis, la possibilité de se poser, de profiter de Maurice devait nous permettre, avec ma compagne, mon éditrice Sonia, justement, de produire 2 livres dans l'année. Eh bien, le pari est réussi, puisque après 1 an de présence à Maurice, 2 livres sont parus et le 3e paraîtra le mois prochain. Ok. Et pourquoi l'île Maurice? On sait qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres destinations qui sont très connues, très réputées pour les romans policiers. Par exemple, Saint-Barthélemy pour Meurtre au paradis. Oui. Il y a Hawaï pour Hawaï 5-0. Et pourquoi l'île Maurice comme destination dans ces romans policiers? Eh bien justement, on est venu à Maurice sans penser aux romans policiers. En revanche, le premier livre que j'ai acheté à Maurice, c'était un roman policier mauricien, de Pascal Lagesse, qui s'appelle Cabri c'est fini, un roman policier vraiment qui est très authentique, très authentiquement mauricien, qui m'a beaucoup plu, et donc je souhaitais en lire un second. Et ce second roman n'existait pas, et là je me suis rendu compte que peut-être il y avait encore des choses à créer, à inventer à Maurice, et pourquoi pas du roman policier, et l'idée a fait son chemin. Ok. Et dans vos romans, quels sont les thèmes qui reviennent souvent? Les thèmes... Dans tout roman, qu'il soit policier ou qu'il soit d'ordre plus généraliste, dans tout ce qui s'écrit dans les nouvelles, eh bien, en fait, on parle de la vie. Les grands thèmes sont toujours les mêmes. La vie, la mort, l'amour, les amours, les déceptions, tout ce qui fait le sel de notre existence. Et on va le décliner d'une façon un peu différente, avec le roman policier, de façon peut-être apparemment plus légère, même s'il y a des meurtres. L'idée, c'est que cela nous renvoie sur nous-mêmes, que ça nous questionne, nous interroge, et que l'on délivre à la fin de ces romans une réponse qui va marquer le lecteur et qu'il n'oubliera jamais. Et John Erik Nielsen, vous ambitionnez également de mettre en image vos écrits. Est-ce qu'on peut parler de l'île Maurice comme cette étape cruciale pour parvenir à faire cette mise en image? Ça pourrait tout à fait être le cas, et en fait, on est déjà en train de la réaliser, cette mise en image, puisque le roman policier au format poche qui paraîtra le mois prochain à Maurice est déjà en train d'être dessiné par Thierry Permal, qui a dessiné l'histoire de Maurice en bande dessinée. Donc cette mise en image, elle est en train de se faire. Thierry m'a fait l'honneur de me montrer ses premières planches. Évidemment, Maurice est très visuel, on s'en prend plein les yeux, et c'est absolument magnifique. Et pourquoi pas réaliser cette prochaine étape de mettre ces histoires sur pellicule, avec des acteurs, et de les réaliser in situ, véritablement dans le cadre en tant que tel. Donc, déjà une première étape est franchie, pourquoi pas la seconde, oui. Et quand vous êtes arrivé ici à l'île Maurice, donc 1 an justement de cela, parlez-nous de l'évolution, de la collaboration que vous avez eue avec les gens de l'île Maurice. Là, vous nous parlez de l'ami Permal, je pense qu'il doit y avoir également d'autres personnes. Parlez-nous un peu de ce rapport que vous avez avec les autres écrivains, auteurs mauriciens. C'est un vrai bonheur, c'est très stimulant, c'est ce bonheur de découvrir la littérature mauricienne. Alors, j'avais lu des auteurs mauriciens, des ouvrages qui parlaient de Maurice avant de venir, pour découvrir cette culture extrêmement riche. Et puis j'ai fait la rencontre des auteurs mauriciens en chair et en os, et c'est un bonheur, parce
qu'ils viennent tous d'horizons, de communautés différentes, ils s'enrichissent les uns des autres, et la qualité de ce qu'ils produisent est absolument époustouflante, quoi. Et j'ai trouvé que peut-être ces auteurs mauriciens de grand talent étaient peut-être encore trop modestes, trop humbles, et vraiment mon espoir c'est qu'ils prennent conscience de la grande qualité de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils offrent aux lecteurs ici à Maurice. Mais en tout cas, ce sont des interactions vraiment très, très riches. Et puis, ce qui domine, c'est la gentillesse, la sympathie, la chaleur de tous ces auteurs mauriciens qui sont déjà pour la plupart vraiment des amis avec un A majuscule. Ouais. Et est-ce que c'est facile pour vous de maintenir ces relations, vous qui justement est souvent décrit comme un Olni, à ne pas confondre avec OVNI. Olni, c'est objet littéraire non identifié. Pourquoi cette réputation? Une réputation parce que je suis passé à travers les mailles du filet, c'est-à-dire que très souvent la majorité des auteurs qui finissent par être connus ou reconnus le sont parce qu'ils sont passés sous les fourches caudines des grands éditeurs parisiens qui voilà et c'est bien, les mettent en avant et développent ce qu'ils écrivent. Et puis, je souhaitais tellement garder ma liberté de créer, d'imaginer, pourquoi pas de surprendre, de ne pas être enfermé dans une image. Avec ma compagne, eh bien, on a décidé comme on dirait dans le cinéma, de s'autoproduire et de rester libre de ce que l'on souhaitait faire. Et donc, c'est en allant au contact de mes lecteurs, en les rencontrant le plus possible. C'est ainsi que je passais à peu près une centaine de jours en dédicace, signant de 4 à 5 000 livres par an lorsque j'étais en France. Eh bien, je suis vraiment allé au contact direct de mes lecteurs qui sont devenus quelque part mes patrons. C'était eux qui étaient les responsables de ce que j'écrivais, qui appréciaient ou non. Et donc, c'est grâce à eux, grâce à leur soutien, grâce au fait qu'ils revenaient vers la collection, eh bien que j'ai pu, il y a quelques années, dire que bah oui, je suis écrivain, je vis grâce à eux de ce que j'écris. Donc voilà, je ne suis pas passé par le soutien des éditeurs parisiens, mais j'ai été soutenu par mes lecteurs. D'où cette réputation d'objet littéraire non identifié. Objet littéraire non identifié, en tout cas bien trouvé. Mesdames et messieurs, John Erik Nielsen, il n'a pas toujours été écrivain. John Erik Nielsen, il a été professeur, enseignant de langue allemande. Allemand, exactement. Et ensuite, vous avez été officier de l'armée française. Dans les unités de combat et des unités de renseignement. Je suis allé 2 fois à Sarajevo. Vous avez également été conseiller en éducation. Oui, m'occupant des jeunes qui pouvaient avoir dès 12 ans jusqu'à des plus âgés d'une vingtaine d'années. Donc les collèges, les lycées, les écoles prépa, comme on dit en France, voilà, toute cette échelle d'âge. Ouais. Toutes ces questions, c'est pour finalement vous demander qu'est-ce qui explique ce saut de ces différentes vies à l'écriture. Il est amusant de constater que, alors même si ça n'est pas une règle générale, que énormément d'auteurs ont eu cette richesse de parcours, comme si c'était enrichi, comme si le fait de se cabosser un peu, de s'affronter à la vie, enrichissait votre parcours et peut-être vous permettait d'être encore plus imaginatif, de peut-être vous mettre encore un peu plus dans la peau des personnages que vous allez créer, les imaginer, parce que qu'on le veuille ou non, lorsqu'on imagine ce personnage, on est vraiment dans sa tête, comme un acteur va jouer un rôle. L'auteur fait ça. Et le fait peut-être d'avoir vécu ces différentes vies permet de se mettre en situation plus facilement. En tout cas, la liste des auteurs qui ont connu comme ça des parcours très étranges, très riches, elle serait tellement longue que donc peut-être qu'on s'enrichit de ces différentes expériences et que ça permet d'être encore plus prolifique dans son écriture. D'accord. Est-ce que la nature de votre parcours personnel fait de vous aujourd'hui quelqu'un qui est, on va dire, sur la piste d'Agatha Christie ? Pour être sur la piste d'Agatha Christie, en fait, je suis passé par l'Écosse. Agatha Christie était anglaise, elle n'était pas écossaise, mais j'ai vraiment découvert cette culture-là du roman policier, des intrigues, par la découverte de la culture écossaise, d'Édimbourg, etc. Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, par exemple, écrivait à Édimbourg. Mais le genre littéraire britannique, c'est ces intrigues à tiroir que nous aimons tant. C'est vraiment Agatha Christie qui va vraiment l'établir, le codifier quelque part par la qualité de ses romans. Et qu'on le veuille ou non, tous les auteurs de romans policiers se positionnent d'une façon ou d'une autre par rapport à Agatha Christie. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qui se produit. Alors on va en être plus ou moins éloigné, mais les repères qu'elle a tracés sont toujours là. Et cette culture britannique, ce qu'elle a de positif aussi dans le roman policier d'Agatha Christie, c'est que si un trouble est commis dans cet ordre social, eh bien, il va falloir le rétablir. Ces sociétés britanniques, il faut que tout ça revienne à la normale. Et donc, on va trouver le coupable à la fin, on va le châtier, et nous pourrons revenir à la normale jusqu'au prochain meurtre. Mais en tout cas, sur les traces d'Agatha Christie, beaucoup de Mauriciens le sont également.
Agatha Christie ici à Maurice, toute génération confondue lise Agatha Christie, on regarde les films, les histoires d'Agatha Christie et justement je vous invite mesdames et messieurs également à voir le reportage qui suit, qui retrace un peu ce lien entre Agatha Christie, ses romans policiers et nous les Mauriciens. Agatha Christie demeure résolument l'une des romancières du siècle dernier les plus lues et connues dans le monde et qui restera encore dans les mémoires avec la mise en image de ses ouvrages. À Maurice, comme ailleurs, le nom d'Agatha Christie est associé à celui de ses deux héros, Hercule Poirot, détective professionnel belge, et Miss Marple, détective amateur. Et on la surnomme, Agatha Christie, la reine du crime. Elle a aussi écrit plusieurs romans, dont quelques histoires sentimentales, sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Au total, elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Ses œuvres ont été traduites dans le monde entier. La plupart des intrigues se déroulent à huis clos, ce qui permet aux lecteurs, tout comme aux téléspectateurs, d'essayer de deviner l'identité du coupable avant la fin du récit. À savoir que c'est en 1926 qu'elle connaît le succès avec le livre Le meurtre de Roger Ackroyd. Mais toute la saveur de ces histoires réside justement dans la résolution de l'enquête. Ces romans et nouvelles ont été adaptés au cinéma, dans des jeux vidéo ou à la télévision, en particulier Le crime de l'Orient Express, 10 petits nègres, Mort sur le Nil, Le train de 16h50 et Témoin à charge. À savoir que c'est en 1926 qu'elle connaît le succès avec le livre Le meurtre de Roger Ackroyd, et Agatha Christie continuera d'écrire toute sa vie jusqu'à sa mort en 1976. Une disparition qui n'empêchera certainement pas aux générations successives de succomber à son style, captiver l'attention de ses lecteurs et de son audience sans cause aucune. Agatha Christie continue toujours de nous plonger dans l'intrigue et nous offrir de bonnes heures de dépaysement. De quoi nous inspirer, de quoi vous inspirer, John Eric, pour votre prochain roman. Justement, on comprend bien que ce roman, vous avez déjà travaillé dessus. Ça sort exactement dans 3 semaines. Dites-nous, John, de quoi parle exactement ce deuxième roman? Eh bien vraiment, ce roman, il va parler de Maurice, non seulement aux Mauriciens, mais évidemment à ceux qui souhaitent découvrir Maurice. C'est-à-dire qu'à travers une jeune enquêtrice mauricienne, donc, dont la particularité est d'être née à Maurice, mais d'avoir été très vite adoptée. Donc elle a été coupée de sa terre natale, de son île. Elle y revient une vingtaine d'années plus tard. Elle ignore qui sont ses parents. Et donc, en même temps qu'elle va démêler les fils de ses intrigues, elle est aussi à la recherche de ses propres racines. Et donc, à travers elle, on va découvrir la culture mauricienne, les cultures mauriciennes. Et c'est donc ce plaisir-là en même temps qu'on va chercher le ou les coupables, eh bien de partir à la découverte de Maurice et de toutes ces strates de culture, toute cette richesse incroyable de la culture mauricienne. Ouais. En tout cas, merci John Eric de nous avoir accueillis ici dans ce cadre magnifique dans le village de Chamarel, très chaleureux, très accueillant. Ah, la bande-son de Chamarel est toujours étonnante, on est au milieu des oiseaux, des coqs, des basses-cours, mais c'est un bonheur d'y évoluer. Ouais. Donc ces cris d'animaux qui nous amènent à la fin de notre émission littéraire. Je vous dis dans exactement 2 semaines pour une nouvelle édition de Mots et Écrits. D'ici là, vous continuez à nous envoyer vos mots et écrits à l'adresse suivante, motsetcrits@gmail.com. D'ici là, portez-vous très bien. Et pour terminer, découvrons les dernières publications parues chez nos libraires.